À la une, cet accident de pirogue en Casamance, l'embarcation a chaviré, 8 pêcheurs portés disparus. Le directeur de la promotion de la bonne gouvernance au ministère de la Justice demande le limogeage de tous ceux qui n'ont pas fait leur déclaration de patrimoine à l'OFNAC. Alassane Gueye, directeur de la promotion de la bonne gouvernance, on va l'entendre. Cette alerte pour les malades du diabète. Il y a pénurie d'insuline depuis quelques jours au Sénégal. L'éclipse solaire ce soir, le phénomène sera visible dans plusieurs régions de la planète. Au Sénégal, l'association des astronomes donne rendez-vous à 18h sur la corniche ouest de Dakar pour observer le phénomène. Le grand journal sur RFM au Nigeria, les syndicats de l'aviation en grève en Arusha pour leur journal international. Les demi-finales de la CAN féminine de foot ce soir. Malal Junior Diagne et le journal des sports ont vu la grève totale des syndicats de la santé à partir de demain. C'est le 13e plan d'action de Andrew Guessam. Le grand journal, bienvenue, bonjour à tous. Ils étaient 9 et 8 sont introuvables, un seul rescapé. Nous parlons de cette pirogue de pêcheurs qui a chaviré en Casamance et près de la Guinée-Bissau. L'embarcation était partie de Rufisque à Dakar et avait mis le cap sur le Libéria. Et les recherches pour trouver les pêcheurs disparus se poursuivent encore ce matin. Lamine Ba. 8 pêcheurs sénégalais sont toujours portés disparus après le chavirement de leur pirogue partie de Rufisque et qui a sombré en haute mer au large des côtes de la Guinée-Bissau. Ils étaient 9 à bord de l'embarcation. Un seul a pu survivre au naufrage. Selon les premières informations, le rescapé allait nager pendant 3 jours en mer avant d'être finalement récupéré par les services de secours. C'est lui qui a ensuite permis d'alerter les autorités et de localiser la zone du chavirement. Des recherches sont actuellement menées pour tenter de retrouver les 8 autres pêcheurs dont les familles restent sans nouvelles. Le rescapé est présentement pris en charge à Cap Skirring. Les autorités préparent son acheminement vers Rufisque où il devrait pouvoir retrouver ses proches et apporter davantage de précisions sur les circonstances du drame. Ce nouvel accident relance surtout les interrogations sur la sécurité des pêcheurs sénégalais qui s'aventurent régulièrement très loin des côtes, notamment dans les eaux de la sous-région. En attendant l'issue des recherches, 8 familles de Rufisque vivent dans l'angoisse avec l'espoir de retrouver leurs proches sains et saufs. Lamine Ba, Radio Futur Média. C'est un pharmacien qui donne l'alerte. Il y a une pénurie d'insuline dans le pays et c'est une mauvaise nouvelle pour les malades du diabète. Le docteur Thierno Dieye, le pharmacien qui a fait cette alerte, il est joint par Salimata Awa. Tous les jours au comptoir, la réalité est dramatique. Nous voyons devant nous des patients qui viennent avec leur ordonnance et nous sommes obligés de leur dire que nous n'avons pas de stock. Et ces patients ont fait le tour de beaucoup d'officines au niveau de Dakar. Il faut savoir que pour un patient diabétique, l'insuline n'est pas en confort, c'est pour sa survie. Et on ne peut pas arrêter ce traitement du jour au lendemain. Il faudrait au préalable un avis médical. Et nous savons tous que décrocher un rendez-vous chez le médecin est devenu un parcours de combattant. Maintenant, quelle est la cause de ce blocage? Il faut dire la vérité. L'État sénégalais a mis en place de formidables programmes de subvention et de gratuité via la CNPLA. On peut citer les programmes de lutte contre le cancer, les patients insuffisants rénaux avec la dialyse et les insulines qui sont subventionnées par l'État sénégalais. Mais l'État ne met pas la main à la poche. Donc la CNPLA accumule des milliards de dettes et se retrouve asphyxiée, incapable de payer les fournisseurs internationaux. Nous savons tous que le Sénégal importe plus de 90% des traitements, des médicaments qui sont utilisés sur le territoire sénégalais. Donc le problème n'est pas un problème de logistique, c'est un problème de crise de finances publiques. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à la réalité du terrain et que ces insulines sont très souvent en rupture. De temps en temps, ça arrive qu'il y en a certaines insulines qui sont de nouveau disponibles, mais souvent, ça ne dure pas très longtemps. Donc, nous interpellons les autorités sanitaires sur quelles mesures sont prises pour garantir la disponibilité des insulines et éviter que ces patients ne se retrouvent sans solution. Les pharmaciens ont besoin d'informations fiables et les patients ont besoin de réponses. Derrière chaque boîte manquante, il y a une vie humaine qui est en danger et on ne peut plus attendre comme ça. Joint au téléphone, un responsable de la CNPNA confirme la rupture du Lantus et rassure les patients. Les autorités sont en train de trouver des solutions. La CNPNA promet de réagir ultérieurement. L'Alliance Andrew Guessam, pendant ce temps, maintient son mot d'ordre de grève de 48 heures les 13 et 14 août 2026, c'est-à-dire à partir de demain. Mbalo Diakam, le président
précise encore qu'il n'y aura pas de prise en charge des urgences ni de service minimum. Par conséquent, les travailleurs vont rester chez eux. Baladjatiam. L'Alliance And Gueusseum rappelle à l'opinion nationale et internationale la tenue de la grève du jeudi 13 et du vendredi 14 août 2026. Cette grève-là, nous la faisons sans urgence et sans service minimum. Cela signifie que les travailleurs resteront chez eux. Ils ne doivent ni soins ni services donc, aux populations. C'est à l'État de s'organiser pour assurer les services minimums qui est une obligation pour l'État et non pour le travailleur. Nous avions l'habitude de le faire parce que nous étions en train simplement d'humaniser donc, nos actions de lutte en procédant donc, à l'observance des urgences et du service minimum. Mais on a vu qu'en observant les urgences et les services minimums, l'État coupe nos salaires et de manière indue. Étant donné que si on reste à la maison, on coupe les salaires. Si on vient à travailler, donc c'est comme si on devait mettre fin à la grève dans le secteur de la santé et de l'action sociale, ce que nous refusons. Nous en profitons pour dire à M. Massanda Kane qui nous a attaqué hier par voie de presse que nous exerçons un droit, il le sait très bien, et que nous n'avons aucune obligation d'assurer le service minimum et les urgences quand chacun est chez lui, parce qu'étant en grève. La grève étant une suspension provisoire donc du contrat de travail pour ne pas dire des obligations professionnelles. La rétention de l'information sanitaire a commencé le 10 et se poursuivra durant 3 mois si l'État ne réagit pas. Et au-delà des 3 mois, nous ne serons plus responsables de quoi que ce soit, ni de la qualité des données, encore moins de leur complétude ou de leur qualité, de leur exactitude. Baladjatiam, président de l'Alliance And Gueusseum, au téléphone avec Awambay. RFM, l'actualité politique. Que toute personne assujettie à la déclaration de patrimoine et qui refuse de se soumettre soit démis de ses fonctions. Déclaration du docteur Alassane Gueye, directeur de la bonne gouvernance, de la promotion de la bonne gouvernance au ministère de la Justice. Effectivement, mon nom n'y figurait pas parce que c'était une omission. Mais moi, j'ai fait ma déclaration de patrimoine depuis longtemps. Donc, cela a été rétabli. Donc, je félicite encore le président Moussa Faka. Alors, des directives ont été données. On a remarqué qu'il y a pas mal de directeurs qui sont à des postes stratégiques qui refusent de déclarer leur patrimoine. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Mon avis, en tant que directeur de la promotion de la bonne gouvernance, c'est de leur demander d'aller faire leur déclaration de patrimoine. Parce que c'est ce que souhaite le président de la République, c'est ce que souhaite le Premier ministre, c'est ce que souhaite l'ensemble des ministres. D'ailleurs, le ministre de la Justice, Maître Moussa Sarr, nous a réunis la semaine dernière et a demandé à tous les directeurs du ministère de la Justice d'aller faire leur déclaration de patrimoine. À défaut de ne pas le faire, il considère que voilà, on doit être démis de ses fonctions. Donc moi, je demande à tous les directeurs d'aller faire leur déclaration de patrimoine pour accompagner le président de la République, parce que le président de la République est le seul président pendant la campagne à montrer en public la déclaration de patrimoine. Est-ce que vous êtes convaincu que les personnes qui ne déclarent pas leur patrimoine et qui occupent des postes stratégiques, est-ce que vous êtes d'avis qu'elles devraient être démis de leurs fonctions? C'est le ressort du président de la République, mais moi, mon avis et l'avis du ministre, de mon ministre, Maître Moussa Sarr, normalement, donc, c'est la seule option qui est possible. Normalement, tout directeur qui refuse de déclarer son patrimoine doit rendre le tablier. Le docteur Alassane Gueye, directeur de la promotion de la bonne gouvernance, c'est vrai, son nom ne figurait pas sur la liste des assujettis publiée par l'OFNAC hier, mais il a bel et bien déclaré son patrimoine auprès de l'institution. Elles étaient attendues, finalement, tout le débat se fait autour de ces errements. 24 heures. En 24 heures, de nombreux assujettis déclarés défaillants ont été rétablis comme étant en règle. Des personnalités à toutes les fonctions symboliques comme le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, le procureur du parquet judiciaire financier ou encore le directeur de la promotion de la bonne gouvernance qu'on vient d'entendre. De quoi interroger le travail de l'OFNAC, l'Office anticorruption, dans ces listes. Ali Mouba.
La publication de la liste des assujettis qui n'ont pas déclaré leur patrimoine est saluée comme un premier pas. Mais pour plusieurs observateurs, le plus difficile commence maintenant, car une question demeure. Que vaut une déclaration de patrimoine si elle n'est qu'une déclaration sur l'honneur et si son contenu n'est pas réellement vérifié? Sur le papier, l'obligation est claire. Les personnes concernées déclarent leurs biens, leurs revenus et leurs intérêts. Mais dans les faits, la vérification de l'exactitude des informations fournies représente un immense défi pour l'OFNAC. Un assujetti peut déclarer ce qu'il souhaite, à charge pour l'institution de vérifier la véracité de ces informations. Et le problème risque de devenir encore plus complexe avec l'élargissement de l'assiette des assujettis. Plus il y aura de déclarations à recevoir, plus le contrôle devra être important en moyens humains, techniques et financiers, moyens que l'OFNAC n'a pas. C'est précisément la question que pose l'ancien membre du Forum civil, Abdoul Aziz Diop. À quoi sert une déclaration de patrimoine si elle reste uniquement connue de l'OFNAC? Pour lui, la logique de transparence devrait aller plus loin. Certains responsables publics, à raison de leur fonction, devraient accepter que l'opinion puisse connaître ce qu'ils possèdent lorsqu'ils entrent en fonction, mais aussi ce qu'ils possèdent lorsqu'ils en sortent. Et puis, il y a un autre problème, plus embarrassant encore. La liste des défaillants a semblé évoluer à grande vitesse. En quelques heures, certains noms sont apparus parmi les défaillants avant de disparaître de la liste. Le directeur de la comptabilité publique et du Trésor, par exemple, a d'abord été présenté comme défaillant avant d'être considéré comme conforme. Même scénario pour Alioune Silla, procureur du pôle judiciaire financier, et pour Alassane Gueye aussi, directeur de la bonne gouvernance. Ces responsables affirment avoir effectué leur déclaration depuis plusieurs jours. Dès lors, la question n'est plus seulement celle de savoir qui a déclaré ou qui n'a pas déclaré, elle porte aussi sur la fiabilité de la base de données de l'OFNAC et sur la manière dont les informations sont collectées, vérifiées et actualisées. Mohamed Ali Mouba et Dakar Demdik, à travers sa filiale Sénégal Demdik, au banc des accusés ce midi. Une soixantaine de passagers en provenance de Bignona se disent livrés à eux-mêmes. Le bus qui doit les acheminer à Dakar a été affrété à Ziguinchor, au grand malheur des passagers. Bassirou Diatta, l'un de ces passagers, témoigne sur leur mésaventures avec Dakar Demdik au micro de Fama John. Bon, moi j'ai pris le car, le bus Sénégal Demdik. On m'a donné rendez-vous, comme d'habitude, 1 heure avant le départ. J'arrive à 7 heures, je ne trouve pas le bus. On est là, il n'y a pas de communication, on nous enregistre. On est resté presque 45 minutes jusqu'à 8 heures, l'heure que le bus devait prendre départ. On n'a pas vu le bus. C'est après qu'on nous a dit que le bus était là. Même les premiers passagers qui étaient venus, les premiers, ils ont même embarqué leurs bagages. On les a fait descendre pour dire que le bus doit aller à Ziguinchor. Le bus à Ziguinchor et à Bignona, il n'y a pas de bus. Comme ça, subitement. Et jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas de bus. Les clients sont obligés de râler et puis d'autres ont sollicité à ce qu'on les rembourse. Et là, présentement, moi-même, je suis au niveau de la gare routière de Bignona pour trouver un minibus, le transport public pour aller à Dakar. Est-ce qu'on vous a remboursé? Le remboursement, il paraît que ça se fait sur mail. On nous dit d'attendre dans la journée, ça va entrer. Imaginez, un passager qui est dans l'urgence, le remboursement, normalement, ça devrait être effectif. Vous étiez à peu près combien de passagers? Dans mon billet, je suis le 48e. Je suis le 48e. L'axe Bignona-Dakar, Dakar-Bignona, il n'y a qu'un seul bus qui est affrété par Sénégal Demdik. Un seul bus. C'est vraiment dommage. Le bus qui était là, on le réquisitionne pour aller à Ziguinchor chercher des clients encore. Vous laissez des clients à Bignona pour amener d'autres clients à Ziguinchor. Imaginez. La société Dakar Demdik est interpellée sur le sujet. Oui, disent-ils, oui, il y a eu un souci avec un des bus qui a été finalement affrété à Ziguinchor. Un autre est actuellement en route à destination de Bignona, souligne-t-on. Une éclipse solaire aujourd'hui, 12 août. L'événement sera visible totalement dans certaines régions du monde. Dans d'autres, comme au Sénégal, l'éclipse va apparaître en mode partiel en fin de journée. Nous serons aux alentours de 18h. L'Association pour la promotion de l'astronomie du Sénégal s'organise sur la corniche ouest de Dakar. Nafissatou Silla. Un phénomène assez rare que le ciel va nous offrir ce soir. La lune viendra se placer entre la Terre et le Soleil pour cacher ce dernier partiellement ou totalement.
c'est selon la latitude. Maram Kairé, directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, précise qu'il sera partiel à Dakar en fin de journée. Le moment où la Lune va commencer à masquer une partie du disque solaire, ce sera à partir de 18h20. Donc l'éclipse va se poursuivre progressivement, la Lune va continuer son trajet, masquer progressivement donc une plus grande surface du disque solaire jusqu'à 36 à 37%, ceux qui sont à Dakar. Ça, c'est le maximum de l'éclipse. Ça va se produire à 19h12. La Lune va continuer et sortir du disque solaire. Le dernier point de contact, ce sera à 19h34. C'est la fin de l'éclipse pour les observateurs. L'éclipse sera très basse. Ce sera à 4 degrés d'altitude au-dessus de l'horizon. Il faudra faire très attention à la couverture nuageuse. C'est un événement tout à fait naturel, normal. Il n'y a pas d'aspect mystique derrière qui fasse peur à la population. Et ce soir, il sera bien possible de profiter d'une magnifique parade de la Lune devant le soleil. Rendez-vous alors sur la corniche, mais attention, il faudra bien se parer. Faire attention à ne pas observer le ciel directement avec les yeux de façon surtout prolongée quand il n'y a pas une fine couche nuageuse qui protège l'observateur. Il faut des lunettes spéciales Eclipse, c'est très difficile à trouver au niveau du Sénégal. C'est pour ça que nous avons choisi de faire une observation au niveau de la corniche, en face de la bibliothèque universitaire, sur le parcours sportif. Nous serons là-bas avec des instruments, avec quelques paires de lunettes spéciales Eclipse. Pour les gens qui veulent observer peuvent venir là-bas. Et ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer, éviter une observation prolongée, ça peut être peut-être 2-3 secondes derrière des verres fumés, mais ça ne remplace jamais une lunette spéciale Eclipse. Ne jamais forcer l'observation, ça risque de donner des brûlures au niveau des yeux. Pour les autres passionnés d'astronomie, Maram Kairé met aussi en garde. S'il y a possibilité de faire avec une paire de jumelles, une lunette astronomique, un télescope, les personnes qui en disposent projettent l'image du soleil sur un carton ou sur une feuille blanche et on regarde à partir de cette projection, mais jamais directement à l'œil nu derrière un instrument qui n'est pas protégé. Selon l'Agence sénégalaise d'études spatiales, l'éclipse devra être normalement observable sur l'étendue du territoire national et particulièrement si la météo est favorable. À défaut, attendre la prochaine éclipse prévue le 6 février 2027. Midi 16, le grand journal l'African Women Leader Institute ou Network Sénégal. L'African Women Leader Network Sénégal, un partenariat avec le médiateur de la République, organise demain et après-demain un atelier technique de plaidoyer pour accélérer la ratification par le Sénégal de la Convention de l'Union africaine sur l'élimination de la violence faite aux femmes et des filles. Selon le communiqué qui nous est parvenu, la persistance des violences faites aux femmes et aux filles souligne l'engagement et l'urgence de renforcer les réponses nationales. Selon African Women Leader Network, en 2024, 31,9% des femmes âgées de 15 ans ou plus ont subi au moins une forme de violence au cours des 12 derniers mois. L'atelier réunira des représentants des institutions publiques, du Parlement et de la société civile. Contexte différent, aspirations communes, c'est le thème de la journée mondiale de la jeunesse célébrée aujourd'hui, 12 août au Sénégal. 75% de la population a moins de 35 ans selon les chiffres de l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. L'ONG Action pour les droits humains et l'amitié alerte les autorités sur le taux de chômage des jeunes, une jeunesse qui ne trouve toujours pas sa place dans l'économie et dans les politiques publiques. Adam Meng, président de l'ONG ADA. Dans nos prochaines éditions. RFM. L'actualité internationale. Le journal international, Anna Rocha, bonjour. Bonjour Babacar Fall, bonjour à tous. Au Mali, 10 ans de prison ferme requis contre l'animateur Youssoufa Bathily. L'activiste Rasbat malien est poursuivi pour association de malfaiteurs et atteinte au crédit de l'État via les technologies de l'information et de la communication. Le ministère public a aussi requis à son encontre une amende de 240 000 francs CFA. Et à l'encontre de sa co-accusée, l'influenceuse Rokia Doumbia, le parquet a demandé 10 ans de prison, dont 5 avec sursis. Après 2 jours d'audience, le procès a été mis en délibéré au 17 août prochain. Perturbation dans le secteur aéronautique au Nigeria.
Plusieurs vols perturbés dans les aéroports de Lagos et Abuja. Les syndicats du secteur de l'aviation étaient en grève hier mardi. De nombreux voyageurs étaient bloqués donc dans ces aéroports. Les syndicats dénoncent des restrictions à leur liberté syndicale, mais aussi le non-versement par certaines compagnies aériennes de la redevance de 5% sur les ventes de billets. L'autorité nigériane de l'aviation civile a appelé les syndicats à suspendre leur mouvement à Wambaye. La compagnie Airpeace renseigne dans un communiqué relayé par APA News que les membres des syndicats avaient barricadé les accès à certains terminaux de départ, empêchant le décollage de plusieurs vols programmés depuis les deux plateformes. Face à l'ampleur des perturbations, l'autorité nigériane de l'aviation civile a appelé les syndicats à suspendre leur mouvement et à privilégier le dialogue. Son directeur général a demandé aux organisations syndicales d'attendre le retour du ministre de l'Aviation et du développement aérospatial qui, selon lui, s'active à la résolution du différend. Il regrette que la réunion convoquée la semaine dernière par le ministre n'ait pu se tenir, les compagnies aériennes n'ayant pas répondu à l'invitation. Le directeur général de l'autorité rassure les voyageurs sur le fait que le mouvement d'humeur n'affectait pas la sécurité des vols. À Wambaye, ce drame au Zimbabwe, au moins 15 personnes ont perdu la vie dans le naufrage d'un ferry sur le lac Kariba. 27 autres passagers sont portés disparus. 77 survivants ont été secourus. Selon APA News, l'embarcation transportait plus de 150 personnes, bien au-delà des 90 sa capacité. Le bilan pourrait s'alourdir puisque de nombreux enfants voyageaient sans billets et donc n'ont pas été enregistrés sur les listes de voyage. Pour terminer, le bilan du séisme lundi dernier en Colombie et le bilan qui s'alourdit encore. Au moins 240 morts et plus de 1000 blessés, c'est le dernier bilan de ce drame survenu à la suite donc d'un tremblement de terre en Colombie. Les dégâts matériels sont nombreux, les recherches se poursuivent pour trouver des survivants bloqués sous les décombres. Le nouveau président colombien a déclaré l'état d'urgence pour coordonner les secours. Babacar. Anna Rocha, le journal international. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Débat du jour tout à l'heure sur la grève totale engagée demain par Anne de Guessem qui déroule son 13e plan d'action. RFM Sport. Et les sports, Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Babacar. Tambacounda vote un stade départemental aux normes. Après donc la finale régionale présidée par le président de la Fédération sénégalaise de football Abdoulaye Fall avec tous les membres du COMEX, les dirigeants de la Ligue régionale de football de Tamba en ont profité pour demander à la Fédération d'assister la Ligue de Tamba pour avoir un stade aux normes pour pouvoir jouer au football dans les conditions les meilleures. Cheikh Gueye, le président de la Ligue, qui a donc tenu ses propos au micro de Ousseynou Diallo. Nous lançons un appel aux autorités du pays, en l'occurrence le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à son ministre des Sports, Madame Koli, et le président de la Fédération sénégalaise de football, Monsieur Abdoulaye Fall, en lui disant que le sport est bien pratiqué ici, dans la commune de Tamba et dans les départements de la région. Il est temps pour que toutes les capitales départementales de la région orientale puissent être doté au moins de stades modernes. Il nous faut des infrastructures modernes dans les départements. Goudiri n'a pas d'infrastructure. Kidira n'a pas d'infrastructure. Koupentoum n'a pas d'infrastructure. Tamba, il y a un seul stade qui doit se réhabiliter depuis pendant des années. Même Tamba, on peut dire il n'y en a pas d'infrastructure et stade moderne. On y va, Babacar? La CAN féminine de foot, on joue les demi-finales ce soir. Avec des rencontres attendues, celle qui va opposer les pays organisateurs à l'équipe du Cameroun, une affiche qui va donc cristalliser toutes les attentions sur le Tcham.
Maroc-Cameroun, une bataille de lionnes qui s'annonce palpitante vu le parcours des deux équipes. Depuis le début de cette compétition, la sélection marocaine a affiché un bel équilibre entre rigueur défensive et la capacité à se projeter vers l'avant. Elle n'a pas encaissé de but lors du premier tour, mais un seul en quart de finale, confirmant sa solidité défensive. Les joueuses de Georges Vilda entendent désormais poursuivre leur marche en avant vers le sacre continental, mais il leur faudra pour cela franchir l'obstacle camerounais et décrocher une troisième qualification consécutive pour la finale après avoir atteint le dernier acte lors des éditions de 2022 et 2024. Le soutien attendu du public dans les tribunes du stade Moulay Al-Hassan pourrait également constituer un précieux atout pour pousser les Lions de l'Atlas vers une nouvelle finale. Mais la mission s'annonce toutefois délicate face à une sélection camerounaise qui avance avec confiance. Les Lions indomptables ont terminé la phase de groupe invaincus avant de signer l'une des performances marquantes des quarts de finale en éliminant le Nigeria, tenant du titre. Rappelez que le Cameroun est aussi un habitué à ce stade de la compétition puisque ce sera sa 11e demi-finale. Mais avant cette rencontre, il y aura la première demi-finale qui va opposer l'Algérie au Malawi, deux sélections qui accèdent à ce stade de la compétition. Une autre demi-finale qui sera âprement disputée au stade olympique à 17h GMT. Soda Thiam, Rabat, Maroc, Radio Futur Média. Parlons de la lutte et du basket pour finir avec le meilleur lutteur de la saison qui sera désigné très prochainement par la Fédération sénégalaise de lutte. 3 favoris, Sathiès, l'actuel roi des arènes, Adafas et Franc, le lutteur des Parcelles Assainies. Donc on va suivre le vote des amateurs pour savoir qui va être donc le meilleur lutteur de la saison. Pour finir, basketball avec la fin de la préparation de l'équipe nationale de basket féminine pour le tournoi de qualification olympique au Mexique. La dernière séance a eu lieu hier à 20h au stade Marius Ndiaye. Les Lions vont partir donc pour Mexique. 3 sont déjà partis. Le reste du groupe quitte Dakar prochainement et elles attendent juste la délivrance du visa Babacar. Le journal des sports, Malal Junior Diagne. RFM, la presse du jour. La revue de presse, Mohamed Ali Mouba et les listes de l'OFNAC. Bonjour. La déclaration de patrimoine, la liste des défaillants publiée. Bingo Moustapha Ka tient désormais le chiffre magique. Le président de l'OFNAC n'a pas gagné au loto, non, mais il a mis la main sur un sacré numéro. 1328 assujettis à la déclaration de patrimoine qui se dérobe encore face à leurs obligations. Et cette fois, pas de tirage au sort. L'OFNAC a tiré la liste des défaillants et l'a rendue publique hier. Des directeurs généraux, des députés, des magistrats ou responsables de l'administration. Autant de noms qui viennent noircir les lignes du tableau d'un registre censé raconter une histoire de transparence. Le chiffre est tombé. La liste est sortie. Les confrères s'en emparent ce matin. L'observateur pointe les chiffres chocs de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Le journal relève qu'il était au départ 3023 agents qui ont été répertoriés comme étant des assujettis. Et à la fin des fins, un tiers a refusé de collaborer avec les magistrats de l'OFNAC. Mais, question, qui sont ces défaillants? L'I quotidien relève que ça vient de partout, c'est à tous les niveaux. L'IB relève que les finances, l'intérieur et les forces armées détiennent la palme, le record des défaillants. La République face à ces défaillants, Sud Quotidien vient à perdre ses moyens. Tellement le spectre est large ce matin, manquement dans des secteurs aussi divers que la justice, les finances publiques, la défense, la sécurité, l'énergie, l'enseignement supérieur, la santé, l'éducation, les infrastructures, l'agriculture, les transports, les pêches, les télécommunications, entre autres. Mon confrère croit savoir que plusieurs membres du gouvernement n'auraient pas encore satisfait à l'obligation de déclaration pour une échéance fixée au 1er septembre 2026. Walfadri remarque que ces défaillances sont nichées jusqu'à la présidence, à l'Assemblée aussi. En clair, de hautes autorités ont refusé de se conformer à la loi, indique le journal
journal Les Échos. Le quotidien traque 9 défaillants entre la présidence et l'Assemblée. Au ministère des Forces armées, Sousa a déniché 143 gros bonnets, pas au garde à vous. Ça vient principalement de la gendarmerie et dans une moindre mesure de l'état-major général des armées sénégalaises. L'observateur avertit. Et pour ceux qui pensent pouvoir jouer les prolongations avec le président de l'OFNAC, le journal prévient. Ils ne perdent rien pour attendre puisque Moustapha Ka va sévir. Et Babacar Ba du Forum du Justiciable rappelle que les patrimoines des assujettis doivent être rendus au public. Ousmane Diagne, premier juge constitutionnel au Conseil des sages, le magistrat vient de prêter serment installé hier dans ses fonctions. Il en a profité pour faire sa profession de foi, remarque le journal.actu. La loyauté sera le principe directeur de mon action. Loyauté à la Constitution, a dit le magistrat. Loyauté à l'état de droit aussi et loyauté au principe de l'indépendance du juge constitutionnel. Du juge constitutionnel a lâché encore l'ex-ministre de la Justice. Selon enquête, la prédominance des magistrats accroît l'indépendance et l'autonomie de la haute juridiction. Maodo Malick Mbaye, libre depuis hier, l'ancien DG de l'ANAMOUR vient de recouvrer la liberté à la faveur d'une LP, une liberté provisoire après 1 an et 21 jours de détention. L'Obs constate que le parquet avait requis le bracelet électronique. La confrontation avec le DAF, l'agent comptable qui a fait basculer donc le dossier, le cutis de la Cour des comptes brandi comme pièce maîtresse pour la défense. À la une du journal Le Soleil, à 80 jours, top chrono des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, le Premier ministre fixe le cap. Le chef du gouvernement a présidé hier à la primature un conseil interministériel au cours duquel il a demandé un plan concerté de mobilisation sociale et communautaire inclusif et cohérent. Autoroute, TER, site olympique et circulation. Eh bien, le journal nous dit que les ministres ont jusqu'au 31 août pour valider les plans opérationnels. Les travaux de voirie à Dakar, Diamniadio et Saly doivent être bouclés au 30 septembre. Et puis sport avec le Soleil toujours, lutte avec frappe battue lors d'un combat royal en 2024. Boignan 2 défie Modulo pour la revanche. Le journal note que Boignan 2 a brisé le silence au micro de l'un de ses proches pour lancer un défi persistant à Modulo pour le Kapachuli de Pikine. L'ancien roi des arènes ne pourra pas éternellement l'éviter. Lui qui a déjà battu les 2 fils de Double S, Sakes et Balagay 2, lesquels l'ont à leur tour terrassé. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Bien. Midi 31. On en vient à point de vue. Le débat du jour, c'est la grève, le 13e plan d'action de Anne de Guessem, grève totale, demain, après-demain. Pour en parler, le docteur Amadou Sow, coordinateur de la cellule de communication du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Bonjour. Bonjour Babacar. Merci d'être avec nous. Innocence Tap Ndiaye, ancienne présidente du Haut Conseil du dialogue social. Bonjour Madame le ministre. Bonjour, monsieur Fall. Bien. On démarre par le docteur Sow, le porte-parole du ministère. Y a-t-il encore des chances d'éviter cette grève totale demain, après-demain? Qu'est-ce que vous allez faire, vous, gouvernement, vous, ministère de la Santé et de l'Hygiène publique? Rien? Ou c'est encore possible d'éviter cette grève, ce 13e plan d'action de Andrew Guessem demain? Bonjour Babacar, bonjour à ma co-débattrice, le ministre Innocence, que je salue au passage et que je remercie pour les actions passées et présentes qu'elle est en train de faire pour la paix sociale d'une manière générale. Mais à l'endroit aussi de tous les travailleurs de la santé, nous les remercions pour en tout cas leur détermination à offrir les meilleurs soins possibles, même si quelquefois peut-être il peut y avoir des contraintes. Concernant le 13e plan d'action de nos partenaires que sont Anne Guessem, effectivement le ministère et le gouvernement dans sa globalité ne sont pas restés les bras croisés, et j'en veux pour preuve, même si on a constaté
leur absence au niveau des instances de discussion, mais cela n'a pas empêché que ces discussions se tiennent avec les autres acteurs et que leurs préoccupations sont en train d'être prises en charge. Et si je dois rappeler que les deux points qui ont constitué, on peut dire, des points d'achoppement, c'était l'indemnité de logement et le reclassement. Je rappelle, docteur Amadou Sow, je rappelle que l'Alliance And-Gueusseum réclame une sorte de passif, c'est-à-dire la matérialisation des accords déjà signés, mais pas de nouvelles revendications, il faut le préciser. Effectivement, ce qu'il y a d'important à retenir, c'est que, quel que soit par ailleurs le moment dans lequel ces accords ont été signés, l'essentiel c'est d'adresser ces questions et de trouver des solutions. Que ce soit signé en 2022 ou bien en 2025, pour nous, gouvernement, ce qu'il y a de plus important, c'est que les revendications des travailleurs sont des revendications légitimes et à chaque fois qu'il est possible d'apporter des solutions, on ne ménagera aucun effort pour les apporter. Permettez-moi d'interpeller la ministre Innocence Ntap Ndiaye parce que quand And-Gueusseum dit avoir signé ces accords, elle était encore aux affaires, elle était encore présidente du Haut Conseil du dialogue social. Innocence Ntap Ndiaye, et pourquoi ça traîne jusqu'en 2026? Merci, M. Babacar Fall. Je voudrais saluer vos auditrices, vos auditeurs et remercier au passage M. le Dr Sow. Et je suis heureuse d'avoir au téléphone comme ça quelqu'un qui est au ministère de la Santé et qui surtout est le porte-parole. Et je voudrais dire à son endroit que les premiers propos qu'il a tenus me rassurent. Parce qu'un 13e plan d'action, je ne dirais pas que ça s'est jamais vu, mais je connais And-Gueusseum. Je connais un peu leur combativité aussi. Donc, en tant que quelqu'un qui prêche le dialogue, et je pense comme le Dr Sow, que la porte est toujours ouverte pour pouvoir discuter. Pas pour trouver des solutions, mais pour discuter déjà sur les points, en tout cas, d'achoppement qu'il vient de citer, à savoir l'indemnité, le reclassement. Il y a par ailleurs d'autres points. Maintenant, quant à ma posture, à l'époque, bien sûr, j'occupais le poste de présidente du Haut Conseil, j'ai pris part aux négociations, j'ai pris part également à la signature, et c'est le lieu également de me féliciter de la visite que m'a rendue quelqu'un qui a succédé à ce poste, le ministre Dianté. Je veux parler du président Falisek. Donc je pense que ce sont là, puisque nous avons évoqué les problèmes d'actualité, je pense que là ce sont des dossiers chauds qui sont sur sa table et qui ne manquera pas d'intervenir sur ce dossier. Ceci dit, je pense qu'au niveau de la santé, au-delà de cette grève aussi, il faut que le problème du financement de la santé soit posé. Cela a été fait au travers d'une grande activité qui avait été organisée à l'époque, je me rappelle bien, par le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. La question de la santé doit être prise à bras le corps par le gouvernement. C'est la continuité de l'État. Donc, je pense que c'est une question qu'il faut revisiter. Le problème dans nos pays, c'est que souvent, quand il y a des changements, quand il y a des alternances, on veut tout recommencer. On peut tout remettre en cause. Et ça nous retarde plus. Et ça nous crée également des problèmes. Je vais demander alors au docteur Amadou Sow si effectivement le ministère de la Santé, le nouveau ministère de la Santé après l'alternance de 2024, a pour ambition de revoir tout, de reprendre tout à zéro, malgré la signature d'un accord 2022, ça fait longtemps déjà. Est-ce que vous allez, ou vous voulez tout reprendre? Je serai affirmatif par rapport à cette question. L'objet n'a jamais été de tout reprendre. Nous sommes peut-être parmi les ministères les mieux structurés dans ce pays-là où l'administration fonctionne, qu'on ait un nouveau régime ou pas. Par contre, le ministre venant avec des idées claires, novatrices, notamment le fait qu'il faut plus privilégier la prévention ou autre, ça on le matérialise à travers les documents de politique. Mais ce qui se faisait de bien va continuer à se faire
et on va le renforcer. Mais je voudrais revenir sur les points d'attachement parce qu'il est important pour les Sénégalais. Et je rappelle que les revendications tournent autour de l'octroi d'indemnités de logement aux agents contractuels du ministère de la Santé, des établissements publics de santé, des collectivités territoriales, le plan de carrière des aides sociaux et assistants infirmiers, ainsi que les infirmiers brevetés, l'érection d'écoles doctorales. C'est une panoplie de revendications sur la table du ministère. Babacar, permettez-moi de faire juste, en tout cas, de donner quelques éléments sur les avancées pour permettre aux Sénégalais de pouvoir comprendre un peu. Moi, je disais que par rapport au point qui concerne le reclassement, le décret a été signé depuis janvier 2026 et que la procédure continue et que ces gens sont en train d'être reclassés. Quant au point qui concerne l'indemnité de logement, effectivement, ce que je peux dire actuellement, c'est que dans le cadre de la loi de finances rectificative 2026, les dispositions sont prises pour que ces contractuels dont vous faites allusion, que sont les contractuels du ministère de la Santé, qui sont les personnes concernées, qui sont au nombre de plus de 2500 et 4800 pour les contractuels des EPS, pour cette loi de finances rectificative, les dispositions sont prises pour qu'ils soient payés. Et que depuis juillet 2026, les négociations ont abouti sur un projet de protocole d'accord qui est en discussion. Et d'ailleurs, demain, il y aura une rencontre que le ministre de la Santé et son homologue de la fonction publique vont présider pour aller dans le sens de signer de ce Non, on ne comprend pas trop protocole d'accord, alors que les accords sont déjà signés. Ça s'empile pour nous. On ne comprend pas trop la démarche. Le factuel, c'est que vous avez évoqué des points de revendication. Et parmi ces points, il y a l'indemnité de logement. Je vous dis qu'on va vers la signature d'un protocole qui va nous permettre de dépasser définitivement ce point-là. Maintenant, pour en revenir sur le financement de la santé, effectivement, je voudrais peut-être attirer l'attention de tous les acteurs. Depuis que ce nouveau gouvernement est là, je vous donne un chiffre, peut-être ça sortira dans nos rapports. En dehors du budget de l'État, on a mobilisé plus de 300 milliards. Et cette mobilisation, c'est les données sanitaires et peut-être les résultats que ces acteurs au niveau du terrain, jusqu'aux sommières les plus éloignés, leur travail nous a permis de peut-être avoir un financement. Donc nous risquons d'être dans un cercle vicieux parce qu'il y a cette mesure de rétention des données sanitaires qui est brandie, mais ça risque après d'aggraver la situation parce que le budget de l'État à l'état actuel n'est pas suffisant pour prendre en charge toutes les préoccupations. Le ministre, à travers la confiance que les bailleurs lui accordent, il est en train vraiment de mobiliser des financements. On a compris, Dr Sow. Alors, Innocence Ntap Ndiaye, le dernier ministre, ou la dernière ministre d'ailleurs de la Santé, sous Macky Sall, Marie-Khemesse Ngom, a trouvé aussi ces accords ici parce que Abdoulaye Diouf Sarr les avait signés peut-être. Mais alors, est-ce que sous le gouvernement Macky Sall, on a pris des engagements qu'on savait déjà que l'État ne pourrait pas tenir? Je ne pense pas. Quand on négocie et on donne des réponses suivant les ressources disponibles. Ça, c'était une règle lors des négociations. Et il me plaît de rappeler que ces accords ont été signés sous l'égide du ministère des Finances à l'époque, en présence du ministre, en présence d'ailleurs de feu Moustapha Ba, qui vraiment nous faisait un excellent travail. Maintenant, ce qu'il me dit là, moi c'est bizarre, mais je suis rassurée. Maintenant, à l'endroit des partenaires sociaux, il me semble, Dr Sow, que vous aviez dit que sur la table de négociation, vous êtes en train de discuter avec d'autres partenaires sociaux. Donc, je suppose que Andegesem ne fait pas partie de ces partenaires sociaux avec lesquels de discuter. Donc, au titre des recommandations que je voudrais formuler, parce que demain, ils doivent entamer une grève, il faudrait peut-être engager des démarches à l'endroit de ces partenaires sociaux pour qu'ils puissent retrouver la table de négociation surtout que vous envisagez de signer un protocole. Et ça, c'est extrêmement important. C'est le 13e plan d'action d'Andegesem, ça me semble assez costaud comme plan de revendication, 13 plans d'action déjà.
Et surtout qu'au niveau du ministère de la Santé, sauf information que je n'aurais pas reçue, il était question de la mise en place d'un comité de dialogue social, ce qui était très avancé, avec vos collaborateurs de la DRH. Alors, je ne sais pas si ce projet a abouti, mais véritablement, au niveau du département, il y a à organiser. Vous avez dit qu'il y a eu des avancées, mais cela fait partie, je pense, des points sur lesquels le ministre, sauf erreur de ma part, devrait insister pour un dialogue social en interne. Parce qu'il y a là des informations que vous donnez, bien sûr, c'est l'opinion. L'opinion a besoin de savoir, parce que demain, les Sénégalais vont se lever pour aller se faire soigner et il y aura une grève générale. Je pense que on n'arrivera pas à ce stade. Donc, le ministère, comme le ministre semble très engagé, qu'il mette tout en œuvre de manière à avoir tout le monde autour de la table et que demain, on soit rassuré qu'il n'y aura pas de grève générale, de rétention des données. Parce que c'est extrêmement important pour le système sanitaire. Et moi, c'est mon inquiétude, c'est par rapport aux conséquences je rappelle, de cette grève générale. C'est une grève totale demain. Docteur Sow, 10 secondes vraiment, parce qu'on a terminé. 10 secondes, je rebondis sur ce que Innocence Ntap Ndiaye dit. Y a-t-il des chances que cette grève ne se déroule pas demain? Avez-vous des moyens de discuter avec Andrew Guessem? Oui, Babacar, effectivement, j'aimerais rappeler que nous avons ces moyens-là et nous continuerons de les utiliser. Peut-être demander au ministre Innocence, voilà, si elle peut aussi plaider dans ce sens-là pour que nos amis les syndicalistes puissent rejoindre la table de négociation. Parce que j'en veux pour preuve. Pas plus tard que le 6 août passé, on a tenu, et c'est le début d'une longue série de discussions avec les syndicalistes, au-delà même de leurs préoccupations, parce que nous voulons les actions que nous menons soient des actions fondées sur une inclusion et sur la participation de tous les acteurs. Docteur Mamadou Sow, je rappelle que vous êtes le coordinateur de la cellule de communication du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Merci beaucoup. On vous retrouve à 13h, tout comme Innocence Ntap Ndiaye, ancienne présidente du Haut Conseil du dialogue social. Midi 45, c'est la fin de ce grand journal. Aliou à la technique en compagnie de Aïda Sek, à la production Kader Lo. Journal réalisé par Awambaye et Mam Astokan. Restez avec nous, les programmes continuent sur RFM.